Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un universitaire qui enseigne les littératures orales africaines à l'université de Ouagadougou, ancien ministre. Il est l'auteur du livre qui servira de base à cette émission, un livre intitulé « Démocratie et chefocratie ou la quête d'une gouvernance apaisée au Burkina Faso », paru aux éditions PUO, édition PUO. Monsieur Albert Ouédraogo est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avant toute discussion, je voudrais quand même que vous nous expliquiez le mot chefocratie. Ça veut dire quoi concrètement? Chefocratie est un néologisme. J'ai utilisé le terme parce que je ne voulais pas prendre chefferie. Parce que la chefferie, on voit ce que ça veut dire. Ce sont les anciennes institutions, les anciennes autorités, les autorités dites traditionnelles. Par la chefocratie, je voulais entendre la capacité de ces chefferies-là à s'inscrire dans la modernité et à jouer un rôle dans les institutions de la démocratie, tout en gardant un certain nombre de marges de manœuvre concernant leur façon d'être, leur façon de voir le monde et leur intégrité. En tout cas, tout le long de l'ouvrage, vous avez essayé de développer la prise en compte des forces sociopolitiques précoloniales dans la construction des démocraties modernes. En regardant ce qui se faisait hier et en regardant aujourd'hui dans le Conseil des Nations, est-ce que vous pensez que ces chefs-là ont un rôle à jouer? Absolument. Je vais du principe que, comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les démocraties ne peuvent pas se construire ex nihilo. Le Burkina, comme les autres pays d'Afrique, n'était pas une terre complètement vierge, sans histoire, sans passé et sans avenir. Et il y avait un certain nombre d'autorités qui géraient le pouvoir avant que l'intrusion coloniale ne se fasse. Nous disons que cette démocratie-là, pour être enracinée, a besoin de faire souche, a besoin de construire avec les forces qui ont toujours été présentes pendant la construction de nos diverses identités. Et c'est pourquoi, de mon point de vue, les chefs ont un rôle à jouer et peuvent jouer un rôle pour peu simplement qu'on définisse leur rôle. Et parce qu'on a tendance à penser que les chefferies sont du passé. Les chefferies sont peut-être du passé, mais les chefs ne sont pas du passé. Parce que les chefs sont dans la modernité, ils sont allés dans les universités, ils ont les mêmes diplômes que vous et moi. Ils sont dans l'Internet, ils sont dans les Facebook. Donc je ne vois pas pourquoi ils seraient des citoyens hors temps. Oui, mais il faut remarquer quand même que quand on observe la chefferie telle qu'elle était pratiquée, c'est que les chefs sont un peu plus dans un rôle de conservateur. Mais quand on est dans ce rôle-là, on ne trouve pas forcément sa place dans ce qui se fait aujourd'hui, dans la modernité. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Se soustraire des prérogatives que donnait à l'autorité, au chef d'hier. Est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de s'affranchir de ces prérogatives-là pour s'adapter à l'ère nouvelle? Je crois que la capacité de l'humain, c'est l'adaptation. Et au Burkina, je vous assure que s'il y a une institution qui a su s'adapter au fil du temps, c'est la chefferie. La chefferie s'est adaptée à la situation coloniale, elle s'est adaptée à la situation des indépendances, elle s'est adaptée à la situation, je dirais, de la démocratisation. Et aujourd'hui, malgré tout ce qui a été fait, la chefferie reste une force incontournable au Burkina avec laquelle tous les pouvoirs ont dû composer. Oui, mais vous parlez de cette capacité d'adaptation en parlant du cas du Burkina Faso en particulier, mais ce n'est pas toujours la même chose un peu partout. Peut-être que, tel que c'était organisé peut-être pendant la période coloniale au Burkina Faso, c'était mieux élaboré que dans d'autres pays. D'autres pays n'ont pas pu résister à cela. Du coup, on voit les autorités de la chefferie traditionnelle qui va dans tous les sens, qui dictent des valeurs et des contre-valeurs aussi. Mais avant d'aborder quelques cas précis comme ce qui se passe dans d'autres pays, je voudrais revenir sur un aspect que vous avez développé dans le livre en disant que vous vous insurgez contre ce que vous appelez les démarches de type coupé-collé qui, selon vous, aboutissent à des démocraties de façade. De quoi parlez-vous concrètement quand vous parlez de coupé-collé? Je parle de coupé-collé parce que très souvent, au niveau de l'Afrique et surtout de l'espace francophone, on pense que la modernité, c'est rejeter tout ce qui vient du passé et prendre le passé de l'Occident. Je dis non. La modernité, c'est la capacité de
de vivre le présent en le mettant un peu à l'aune des préoccupations du passé, afin justement que le passé nous serve de sève, afin d'avoir une conduite vers le futur. Parce que les démocraties coupées-collées, on a tendance à penser que dans nos systèmes traditionnels, il n'y avait pas des espaces de démocratie. Que tout était dictature, tout était violence, tout était anarchie. Non. En tout cas, ce n'était pas de démocratie au sens tel que nous le concevons aujourd'hui. Mais même la démocratie, elle est née, la démocratie moderne dont on parle, elle est née quelque part en Grèce. Elle n'était pas partout en Europe, elle n'était pas partout dans le monde. C'est un processus. Par exemple, vous prenez chez les Mossé, le Moro Naba était élu parmi ses pairs. Et ceux qui l'élisaient, c'était un collège électoral sur lequel il n'avait pas assise. Et dans la tradition, quand le Moro Naba commettait un acte très grave, le collège était capable de lui demander de se suicider pour préserver sa dignité. Donc c'est dire qu'il y avait quand même un certain nombre de paravents que l'on mettait pour éviter les dictatures. Oui, mais il y avait un certain nombre de paravents, mais aussi quand on fait le bilan, on constate quand même qu'il y avait beaucoup d'abus, hein, il y avait beaucoup de choses répréhensibles. C'est cela qui fait qu'on est obligé de copier le modèle qui vient d'ailleurs. Prenez-moi ce que vous appelez la modernité, les démocraties. Voulez-vous que je vous cite tous les pays dits démocratiques par lesquels il y a beaucoup d'abus? Oui, il y a beaucoup d'abus, mais c'est un processus. On tend vers. Voilà. D'accord avec moi? On tend vers. Et ces pays qui se disent démocratie moderne, où il y a encore des abus, c'est clair qu'ils sont au banc des accusés. On leur dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et c'est d'où le rôle de la communauté dite internationale qui se bat à mener tout le monde à aller vers une démocratie un peu plus Laissez-moi pacifique. vous prendre l'actualité. Oui. Vous prenez ce qui s'est passé avec le journaliste qui a été assassiné en Turquie. Oui, oui. C'est quand même quelque chose d'horrible. Mais c'est un pays où il y a le pétrole coule. C'est un pays du Golfe. Et voyez les puissances dit la communauté internationale. Quelle est l'unanimité qui se dégage par rapport à ça? Ça aurait été un petit pays du tiers-monde. Tout le monde se serait crié et haro sur le bonnet. Donc c'est vous dire que même la communauté internationale, elle a souvent des approches à double vitesse en fonction des intérêts. Mais pas pour autant que tout le monde s'est tué là-dessus. Il y a des voix qui se lèvent et peut-être qu'on ira plus loin plus tard parce qu'on n'a pas encore fini d'élucider toutes les zones d'ombre par rapport dans cette affaire. Maintenant, quand on revient à notre débat en disant le coupé-collé dont il était question, c'est vrai, on ne peut pas tout copier, mais est-ce que dans l'évolution des choses aujourd'hui, vous voyez que les chefs d'hier, vu le contexte qu'est le nôtre en Afrique, avec la pauvreté, est-ce qu'on est capable de garder les anciennes valeurs et de pouvoir s'adapter aux réalités d'aujourd'hui? Je prends simplement l'exemple des monarchies occidentales. Est-ce qu'on peut dire que parce que la royauté existe en Angleterre, la Grande-Bretagne est incapable de s'adapter à la démocratie? Non. Vous prenez les pays nordiques, il y a des royautés, vous prenez même la Belgique. Et pourtant, on a gardé ces institutions monarchiques, mais la démocratie s'exerce. Tout simplement, il faut savoir quelle place on donne à ces institutions héritées, je dirais, d'un pouvoir plus ou moins divin. Tout est possible. Il s'agit simplement de dire qu'on peut construire la démocratie en ne faisant pas fi de notre passé, en ne faisant pas fi de notre histoire. Et pour ce faire, bien sûr qu'il y a des réajustements à faire. Le chef ou le roi de la modernité dans une société démocratique ne peut plus avoir les mêmes prérogatives, ne peut plus gérer l'espace politique comme cela se faisait, puisqu'on peut lui donner un espace, je dirais, beaucoup plus moral qui permet de construire l'unité nationale. C'est le rôle de la figure de la reine d'Angleterre, de construire, de faire l'unité du Commonwealth. On peut aussi voir, surtout dans nos pays, dans nos espaces africains,
où on a des pluralités ethniques. Comment construire l'unité nationale? Comment faire en sorte que cette unité nationale-là soit quelque chose de solide dans toutes nos consciences? En tout cas, votre livre intitulé « Démocratie et chefocratie » ou la quête d'une gouvernance apaisée au Burkina Faso. Et dans le cadre spécifique de ce Burkina Faso réellement, vous avez essayé d'établir l'évolution des choses selon 3 étapes que vous avez définies. D'abord, l'ère coloniale, l'indépendance, et après, l'ère moderne, l'ère d'aujourd'hui. Et par rapport à l'ère coloniale, vous avez dit, à la page 30 du livre, citation, les chefs traditionnels du Burkina Faso, avant la colonisation, exerçaient le pouvoir et tout le pouvoir politique. Fin de citation. Comment est-ce que vous percevez ce que vous avez appelé le plein pouvoir? Parce que je vais du principe qu'il n'existe aucune société au monde où il n'y a pas de pouvoir politique. Donc, quand on parlait souvent de société acéphale, c'est une vue de l'esprit, ça n'existe nulle part au monde. Donc, avant la colonisation, les chefs, les rois, exerçaient le pouvoir politique et tout le pouvoir politique. C'était à eux qu'il incombait de gérer la cité. C'était à eux de faire en sorte que les règles de la société puissent être respectées. C'était à eux de faire en sorte que le droit et la justice soient là. C'était à eux de faire en sorte que les biens des particuliers puissent être protégés. Que c'était à eux de travailler à veiller à la protection des faibles et à sécuriser le territoire. C'est ça la politique. Oui, mais sous cette chefferie, est-ce que vous pensez que la société était mieux gérée? Elle était gérée. Elle était gérée. Vous n'avez pas dit mieux gérée, hein? Elle était gérée. Dans l'un ou l'autre cas, c'est géré quand même. Mais pourquoi a-t-on senti le besoin de le faire évoluer si tant était que c'était bien géré? Non, on n'a pas senti le besoin parce que ce besoin n'était pas interne. C'est une violence qui a été faite aux sociétés africaines. À aucun moment donné, les sociétés africaines n'ont appelé l'Occident au secours. Venez nous aider. Non. L'Occident n'est pas venu par philanthropie, était venu par intérêt. On est venu nous imposer un ordre et puis on a trouvé qu'il était bon pour endormir les consciences occidentales de dire qu'on apportait la civilisation. Monsieur Le Dragon, on va voir quel était vraiment l'intérêt du colonisateur de vouloir faire évoluer la chefferie telle qu'elle est pratiquée en Afrique. C'est ce que nous allons voir quand même dans la seconde partie de cette émission. Mais avant, on va marquer une pause, chers téléspectateurs. Ne partez pas, on revient dans quelques instants. Merci.